Si tu fais juste un post, ça sert à rien. Une vidéo de 6 minutes, elle est pas très partageable. Tu vends du vent et que derrière tes clients sont pas contents. Si tu arrêtes d'arroser ta plante, elle va mourir. Quoi. Ta volonté de détruire le monde est tellement forte que tu vas tu vas te lever le matin et tu vas même pas te poser de questions. Moi, ma première vidéo, elle m'a pris 3 heures sur Instagram. Il vaut mieux un contenu imparfait que pas de contenu du tout. Est-ce que ta peur de te montrer est plus grande que ton envie de réussir? C'est ça la question. Déjà, le storytelling, ça veut pas dire que tu vas devoir raconter ta vie privée. Le storytelling, ça veut dire que tu vas construire ce que j'appelle un récit qui va mettre en avant ce que tu fais et qui va valoriser ce que tu fais. Ça veut pas dire que tu vas dire des choses fausses, mais ça veut dire que tu vas choisir des morceaux. D'accord? Toutes les vérités sont pas bonnes à dire. On n'a pas besoin de tout savoir de ta vie privée, de ta vie intime. Ça nous intéresse pas, déjà. Et ensuite, le récit est maîtrisé. On va pas dire tout et n'importe quoi, sur tes réseaux. On va construire une présence qui est pertinente, qui sert ton propos et qui montre la qualité et le sérieux de ce que tu fais, qui met en avant la qualité et le sérieux de ce que tu fais. On va parler par exemple, des réussites de tes clients. On va parler de comment tu as commencé, de pourquoi est-ce que tu fais ce métier aujourd'hui. On va pas parler de ta fille de 4 ans, qui vient d'apprendre à marcher, sauf si, c'est pertinent et qu'il y a une métaphore à faire avec ça, tu vois? Mais, on n'a pas besoin de montrer, tes enfants, on n'a pas besoin de montrer ta vie perso, on n'a pas besoin de savoir où tu pars en vacances. On n'a pas forcément besoin de rentrer dans du larmoyant. Il faut qu'il y ait un peu d'émotion parce qu'on est des êtres humains, on marche à l'émotion. Mais on n'a pas forcément besoin de faire pleurer dans les chaumières pour vendre ses services. C'est faux. Quoi qu'en disent, certains influenceurs. Je dirais qu'il y a quand même, il y a un contenu qui s'appelle le voyage du héros, qui consiste en fait à montrer d'où tu es parti, quel a été un peu le turning point pour toi et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as trouvé, un équilibre dans ce que tu fais. Ça, c'est hyper pertinent et ça marche fort parce qu'il y a il y a un déroulé, il y a une continuité en fait dans, ce récit-là. Il y a une forme d'évolution aussi et il y a une forme de, achievement, je dirais. Il y a une forme de oui, il y a eu des épreuves dans ce que tu as dans ton histoire d'entreprise, elle est pas linéaire, l'histoire de ton business et c'est normal et c'est OK. Mais il y a des choses qui servent pas forcément ton récit et on va pas utiliser tout le récit de la genèse de ton entreprise à aujourd'hui, depuis que tu as commencé à aujourd'hui. On va choisir ce qui va être pertinent à raconter et on va le mettre en forme pour que ce soit intéressant à écouter et que ça donne envie d'en savoir plus. Alors, un dirigeant qui n'aime pas se montrer en vidéo, déjà moi j'aime bien challenger un peu, donc je lui demanderai pourquoi est-ce qu'il n'aime pas se montrer en vidéo? Quelles sont les idées qu'il associe au fait de se montrer en vidéo? Mais après, tu as toujours le truc de, oui, j'ai une cliente qui a commencé en faisant du podcast, tu vois? C'est toujours moins impressionnant de montrer sa voix, de faire entendre sa voix en parler qu'en vidéo. Hem, Après, il faut garder à l'esprit que l'image est maîtrisée, hein. Quand tu es un dirigeant et que tu te montres en vidéo, tu vas pas ne confie pas ça à n'importe qui déjà et puis, tu as un droit de regard sur ce qui va être montré. Donc, on va te mettre en valeur, on va pas te ridiculiser. On va justement, te faire briller, tu vois? Alors, si un dirigeant a l'impression de show off en faisant de la vidéo et que ça lui fait peur ou qu'il a tout simplement pas envie de se montrer, tu as toujours l'option du podcast qui va donner, qui est un bon point de départ, je dirais. Mais, je crois que, tu es jamais obligé de faire quoi que ce soit, en fait. Faut garder ça à l'esprit. Si tu es pas à l'aise, on trouve des options, tu vois? Mais aujourd'hui, la vidéo, ça cartonne. Je vais pas te dire le contraire. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui est le plus partagé, c'est ce qui est voilà. Le podcast a des avantages aussi. Le podcast, c'est un contenu long et c'est un contenu intentionnel. C'est-à-dire que tu vas pas tomber sur un podcast en scrollant. Tu vas tomber sur un podcast parce qu'on te l'a conseillé ou parce que tu as tapé un mot-clé. Donc tu as un lien qui est très, très différent sur du podcast par rapport à sur de la vidéo. La vidéo, c'est vraiment pour, comment dire? Avoir une très forte visibilité
Et le podcast, c'est plus pour convaincre, pour installer quelque chose, pour installer une discussion, pour installer une réflexion sur du contenu plus long. Alors qu'une vidéo, une vidéo aujourd'hui, c'est 30 secondes à 1 minute, hein, rarement plus. Enfin, oui, tu as des trucs un peu plus installés qui vont jusqu'à 2-3 minutes, soyons fous, tu vois? Mais sur un réseau social, une vidéo de 6 minutes, elle est pas très partageable. Ni regardable. Aujourd'hui, en plus, tu as l'épidémie du TDAH qui fait que tu peux plus compter sur des contenus vidéo très longs. Les gens ont besoin de faire autre chose en même temps, tu vois? C'est d'où l'avantage du podcast. Après, j'aimerais rajouter quand même qu'en général, quelqu'un qui commence par du podcast, il va petit à petit se sentir plus à l'aise et ça lui permet de mettre un pied, en fait, dans la production de contenu. Et oui, au bout d'un moment, tu vas te dire: «Bah, vas-y, j'aurai beaucoup plus d'impact en vidéo donc je me lance et on est parti, quoi». Et le plus souvent, bah, là, le podcast que j'enregistre, il est destiné à devenir et de la vidéo et du contenu audio. Et moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par la vidéo et je vais bientôt faire, petit à petit faire du podcast, mais enfin, je fais maintenant on va garder ça. Je fais maintenant du podcast, mais si ça te permet, en fait, de commencer, bah oui, ne donne que ta voix et on fera comme ça. L'important, c'est que tu commences quelque part. Mais s'il te plaît, commence. Comment je commence une ligne éditoriale pour un dirigeant et que j'arrive et que tout est à faire? Je dirais que déjà je parle avec lui. J'essaie de voir, pourquoi est-ce qu'il fait ce métier-là? Qu'est-ce qui l'énerve aussi? Ça, c'est des choses c'est des choses à aller chercher qui sont intéressantes pour du contenu. Qu'est-ce qui fait que, ouais, il va tout d'un coup avoir un pic d'énergie, tu vois? Qu'est-ce qui va qu'est-ce qui l'agite, quoi? Qu'est-ce qui l'énerve? Qu'est-ce qui l'agit? Qu'est-ce qui le En quoi est-ce qu'il croit? Qui est-ce qu'il a sincèrement envie d'aider? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Tout ça, c'est des choses qui nous intéressent et qu'on a envie de savoir, en fait. Donc la vraie question, c'est ça, c'est qu'est-ce que ton audience a envie de savoir de toi? Et comment est-ce qu'on va le montrer, du coup? Comment est-ce qu'on va articuler la production de contenu autour de ça et du coup ton système d'acquisition autour de ça pour que ça mène naturellement vers ton offre? Pour un dirigeant qui est que sur du B2B, qu'est-ce que je conseillerais vu que LinkedIn est un peu en down là? Ben, de faire des tests. De vraiment, je peux pas te dire pour tous les dirigeants B2B, c'est ça qui marche. Il y a pas de recette magique. C'est vraiment en fonction de ton audience et de toi et de ton service. Il y a trop de paramètres, tu vois? Il faut que tu fasses un petit batch de contenu. Tu te dis: «Bah, je fais 10 contenus, je les lance là et puis je regarde les datas». C'est ça qui va te donner les vrais indicateurs, c'est les datas, une fois que tu auras testé. La newsletter, c'est le canal qui convertit le plus encore aujourd'hui. Parce que c'est dans ta boîte mail, c'est un cran après les réseaux sociaux, parce que tu le reçois dans quelque chose qui est plus, tu le reçois dans un médium, dans lequel, ta maman t'envoie tes photos de vacances, tu vois? Donc il y a une proximité avec tu donnes pas ton mail à n'importe qui, tu vois? Donc les communications par mail, c'est déjà quand tu peux les faire auprès de tes clients, c'est déjà un gage de confiance de leur part. Donc ça veut dire qu'ils sont un petit peu plus engagés dans le process. Donc ça veut dire que c'est un médium par lequel tu vas pouvoir proposer ton offre de façon intelligente. Évidemment, on n'est pas, des exhibitionnistes qui disent: «Eh regarde ce que j'ai, hein!» C'est pas du tout l'esprit. Il y a une subtilité à avoir, mais la newsletter est extrêmement pertinente encore aujourd'hui si elle s'accompagne du bon système de visibilité qui te permet d'avoir, une base mail, suffisamment développée. Alors, qu'est-ce qu'on regarde en termes de data pour savoir si son contenu fonctionne? Déjà, bah, encore une fois, bah, je pourrais te dire c'est les vues, mais avoir beaucoup de vues, ça veut pas forcément dire avoir beaucoup de clients. Moi, j'ai 22 000 vues par mois, tu vois? C'est J'ai pas tant de clients parce que j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup, mais en fait, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est, de vendre un petit produit pas très cher, tu vas avoir besoin d'une force de visibilité beaucoup plus importante que si tu as une offre, à 5 chiffres, tu vois? Si tu as une offre à 5 chiffres, tu pas besoin de la vendre beaucoup, donc tu pas besoin de faire énormément de visibilité. Par contre, tu as besoin d'avoir un système de conversion qui est béton. Tu as besoin de convaincre. Tu as besoin d'être incontournable, en fait. Tu as besoin d'avoir du sérieux, tu as besoin de montrer que tu as réfléchi ton parcours client, tu as besoin de montrer que tu as des résultats, tu as besoin de montrer que tes clients te font confiance, tu as besoin de montrer que tu as une vraie expertise, que tu es pas, juste,
que t'es pas un Jean-Luc qui débarque et qui a aucune compétence, ni expérience, ni légitimité pour faire ce qu'il fait. Mais tout ça, tu l'as en fait. Tout ça, tu l'as, enfin, tout ça, tu l'as si tu travailles avec moi en tout cas. Et du coup, c'est ça qu'on va montrer. Et on va aller chercher, en termes de métriques, ce qui est pertinent par rapport à ton offre. On va aller chercher, alors il y a dans un système de conversion, tu as 5 étapes. Tu as la visibilité, l'activation, non, tu as la visibilité, ouais, l'acquisition, l'activation, la conversion, la rétention, le fait d'être référencé, que les gens parlent de toi, et les ventes, le revenu. Ça fait 6. Mais voilà, en fait, la visibilité, elle est induite. Mais du coup, entre chacun de ces étapes, tu as une métrique à chaque fois. Par exemple, si ta conversion, c'est de la newsletter, bah, c'est le nombre de newsletters que tu as pu envoyer, le nombre de ton taux d'ouverture d'email. Si à un moment, tu as du closing, par exemple, dans ta phase de vente, si tu as des closers, bah, c'est le nombre d'appels réservés. Et puis, évidemment, le nombre d'appels closés. Mais tu vois, dépendamment de ce que tu vends, tu vas pas avoir le même système de conversion, donc tu vas pas surveiller les mêmes métriques. Alors, je pourrais te dire, il y a 4 métriques et c'est celle-là qu'il faut que tu vérifies tout le temps. Je suis pas tant de cette école-là. Je pense que tu peux pas appliquer la même recette à tout le monde et te dire que ça va marcher. Ou alors, c'est que tu vends du vent et que derrière, tes clients sont pas contents. Après, je pense que si tu fais... Bah, ça dépend de ton objectif, en fait. C'est très difficile de répondre à cette question parce que, en fait, je dirais qu'avant 3 mois, c'est difficile de pouvoir se projeter. Enfin, tu peux pas te dire je vais faire un post et puis je vais avoir plein de... tu peux pas te dire je vais poster un mois puis je vais voir ce qui se passe. Alors, dans certains cas, oui. Des fois, ça marche. Des fois, on a des surprises. Moi, je pars plutôt... Mes accompagnements, ils partent sur une base de 3 mois. Et surtout, je les continue si l'objectif, au bout de 3 mois, qu'on s'est donné, soit de clients signés, ou soit de visibilité, ou soit de... Voilà, on détermine ensemble, mais si l'objectif, au bout de 3 mois, il n'est pas atteint, je continue l'accompagnement, en fait, de personne, jusqu'à ce que l'objectif il soit atteint. Parce que je suis sûre de moi et que je sais que ça marche à un moment et que je sais qu'il faut juste être assez patient, tu vois. Mais en général, au bout de 3 mois, on a des premiers résultats. La plupart de mes clients, moi, c'est 3 mois. Et dans de rares cas, on prolonge. Mais c'est pas... Souvent, la plupart du temps, c'est pas nécessaire. Enfin, est-ce que je pense qu'il y en a qui abandonnent un peu trop tôt? Oui, c'est un marathon et c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, si tu arrêtes d'arroser ta plante, elle va mourir. Et comme c'est incrémental, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Je vais faire un post et puis on va voir ce qui se passe». Bah non, parce que si tu fais un post et que mettons que tu fais même un buzz, tu as un pic de vues, mettons tu fais 10 000 vues sur ton post, mais que le lendemain tu postes rien, le surlendemain tu postes... Bah en fait, ta visibilité, elle descend. La visibilité, ça se gagne petit à petit. En fait, c'est une courbe et encore une fois, c'est les datas, hein, les datas mentent pas. Si tu surveilles pas tes datas et que tu as aucune conscience de c'est pas objectivé, tu vois? Si tu as pas d'objectif derrière ton post, c'est un post, oui, mais est-ce que c'est un post tofu? Est-ce que c'est un post mofu? Est-ce que c'est un post bofu? Est-ce que c'est un post, tu vois, pour des gens qui viennent de te découvrir ou pour des gens qui sont déjà un petit peu à cause, enfin, à ton système, à ce que tu fais, qui sont déjà un petit peu convaincus mais qui ont besoin de réassurance? Est-ce que c'est des gens qui veulent acheter maintenant et qui sont juste en train de te comparer à tes concurrents pour se décider? C'est pas la même intention, tu vois? Si tu fais juste un post, ça sert à rien. Pourquoi est-ce qu'un dirigeant va tenir dans sa production de contenu jusqu'à ce que ça fonctionne et pourquoi d'autres abandonnent? C'est une très bonne question parce que je pense que ceux qui tiennent le plus longtemps, soit c'est des fous, il y en a, soit ils sont pas convaincus que ça marche et ils vont se mettre à douter parce que c'est confrontant, hein, de se mettre sur les réseaux. Ça vient te chercher dans ta peur du regard des autres, donc sur la durée, c'est difficile. Donc oui, il y en a beaucoup qui abandonnent avant d'avoir leurs premiers résultats et du coup qui n'ont pas essayé assez longtemps, si tu veux. Soit tu as une motivation qui est inébranlable et du coup, bah, tu vas le faire jusqu'à ce que ça fonctionne. Il y a une influenceuse que j'aime beaucoup qui dit comme ça, c'est Art of Reese, elle s'appelle. Elle est convaincue que quand tu t'inspires des méchants dans les Marvel, tu sais? Genre de Magneto dans Marvel, ben, tu vas pas te dire que tu as une migraine et que du coup tu feras ça demain, quoi. Ta volonté de détruire le monde est tellement forte que tu vas tu vas te lever le matin et tu vas même pas te poser de questions. Ben, c'est cette motivation-là, en fait, un peu froide qu'on va chercher
pour ta noble cause, en fait, pour ton service qui va aider des gens. Parce que encore une fois, c'est un marathon, il faut tenir sur la durée et il faut pas te démotiver, en fait. Parce que si tu te démotives et que tu as pas encore eu tes premiers résultats, c'est dommage. En général, ceux qui se démotivent, c'est aussi ceux qui pensent que les réseaux sociaux, c'est pas pour les experts. Qui pensent que les réseaux sociaux, c'est, pour les influenceurs qui font des pour les influenceurs et les ASMR artistes, enfin pour l'ASMR, pour le loisir, voilà, mais qui n'ont aucune idée de: «Peut-être c'est comme ça que je vais trouver mes clients». Qui se disent qu'au fond, ça fait pas sérieux d'être présent sur les réseaux sociaux. Mais j'ai envie de te dire, tes concurrents y sont, donc eux, ils ont compris que c'était sérieux, qu'il y avait un enjeu de visibilité énorme à être présent sur les réseaux. Et je pense qu'il y a si tu arrêtes trop tôt, c'est qu'au fond, soit tu as peur de quelque chose, soit tu es pas convaincu. Et pourquoi tu as peur de quelque chose, de quoi tu as peur et pourquoi tu es pas convaincu, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est avec des gens comme ça que j'ai envie de discuter, tu vois? Chercher les gens dans leur humanité, tu vois? Ouais, mais en fait, la vraie raison, c'est que j'ai peur d'être ridicule. La raison, c'est que j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur d'investir et que ça me rapporte rien. J'ai peur de me planter, j'ai peur de me tromper. Tu vois? J'ai peur d'être pris pour un charlot, j'ai peur que ça me décrédibilise. Bah, toutes ces peurs-là, elles sont légitimes, tu vois? Mais si tu es pas visible, tu peux pas en parler. Mais moi, au début, j'ai investi dans les réseaux sociaux, j'avais peur que ça marche pas. Moi, ma première vidéo, elle m'a pris 3 heures sur Instagram. La première vidéo que j'ai faite, elle m'a pris une demi-journée, vraiment 3 heures. Parce que déjà, je l'ai tournée 5 ou 6 fois. J'aimais pas, ma tête. Je savais pas quoi dire. J'ai préparé un script que j'ai absolument pas suivi. Après derrière, le montage, ça m'a pris un temps, faramineux parce que j'étais jamais satisfaite, parce que c'était jamais assez bien, parce que voilà, enfin, je veux dire, il vaut mieux un contenu imparfait que pas de contenu du tout. Mais la peur de se montrer sur les réseaux, elle est légitime. C'est humain. J'ai envie de te dire, est-ce que ta peur de te montrer est plus grande que ton envie de réussir? C'est ça la question. Un système de contenu, une base de contenu vraiment pertinente, qui va chercher, tes prospects aux différents stades où ils en sont et au bon moment. Avec derrière le système de conversion qui te permet, de leur parler, voilà, de récupérer, des emails, de pouvoir t'adresser à eux, de pouvoir leur proposer quelque chose qui va faire qu'ils se diront: «Ben, oui, oui, enfin, il y a pas de sujet, quoi, c'est évident, je vais signer parce que si je le fais pas, je vais louper quelque chose», tu vois? Et parce que cette personne, je lui fais confiance et elle a compris comment je travaille et elle sait, de quoi j'ai besoin.